Bienvenue la famille. Voici les contes populaires de Zura. Avant de commencer cette histoire incroyable, abonnez-vous et activez la cloche. Cela nous permettra de vous proposer plus d'histoires rapidement et avec douceur. Profitez de cette histoire. Le cri fut bref, englouti par le bourdonnement de la circulation matinale, mais Demi l'entendit. Il était penché pour ramasser une bouteille en plastique jetée près du caniveau, quand il releva brusquement la tête. Juste de l'autre côté de la route, un SUV noir s'était arrêté brusquement, sa portière arrière ouverte. À l'intérieur, il aperçut une jeune femme qui se débattait, sa robe rose, d'apparence luxueuse, retroussée tandis qu'elle donnait des coups de pied violents. La fille était traînée dans la voiture. Le cœur de Demi battait fort. Il ne réfléchissait pas. Il bougea. Ignorant les klaxons stridents des véhicules arrivant en sens inverse, il traversa la route en trombe, se faufilant entre les voitures. Ses pieds nus claquèrent sur le goudron chaud, son sac de plastiques oublié. Alors qu'il atteignait la voiture, l'un des hommes se retourna, une cicatrice allant du front au menton. « Qui est-ce » ? « OYK, dégage » aboya l'homme. Mais Demi ne dégagea pas. Son corps bougea avant que son esprit ne puisse le suivre. Il frappa l'homme, son poing heurtant sa mâchoire. L'homme chancela, pris au dépourvu. L'autre ravisseur, qui tenait toujours la jeune fille en difficulté, lâcha prise une fraction de seconde. C'était tout ce dont Bai Demi avait besoin. Avec la force d'un homme qui avait lutté toute sa vie pour survivre, il saisit le poignet de la jeune fille et la tira en avant. Son souffle s'arrêta lorsqu'elle trébucha contre sa poitrine. « Cours !» cria-t-il. Mais il n'était pas assez rapide. Un autre homme, à l'intérieur de la voiture, lui attrapa la cheville et la tira en arrière. Bai Demi réagit instantanément, se tordant tandis qu'il enfonçait un coude dans le poignet de l'homme, lui brisant l'emprise. La jeune fille haleta, manquant de tomber, mais Bai Demi la stabilisa. Puis, les pneus crissèrent. Le conducteur, réalisant qu'il avait perdu le contrôle de la situation, claqua la portière et accéléra. Le SUV démarra à toute vitesse, laissant derrière lui un nuage de poussière et l'écho de cris de frustration. Demi se tourna vers la jeune fille. Elle tremblait, ses yeux bruns écarquillés par le choc. Il devinait à son apparence qu'elle était riche, issue d'un monde qui ne remarquait jamais les gens comme lui. Mais pour l'instant, elle ne ressemblait en rien aux filles riches qu'il avait aperçues de loin. Elle paraissait terrifiée. « Ça va » demanda-t-il, essoufflé. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, ses jambes fléchirent. Demi la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Les gens se rassemblaient, murmuraient, pointaient du doigt, mais personne n'avait rien fait pendant l'enlèvement. Typique. Les habitants de Lagos. Il n'avait pas le temps d'écouter leurs murmures. Il jeta un coup d'œil autour de lui, scrutant les alentours à la recherche d'un danger. Les ravisseurs pourraient revenir. La police ne prendrait peut-être même pas la chose au sérieux. Il devait la mettre en sécurité. Un bras toujours enroulé autour d'elle, il baissa la voix. « Viens avec moi. Tu ne peux pas rester ici. » La fille hésita, mais acquiesça. Elle n'avait pas d'autre choix. Alors qu'il disparaissait dans une ruelle étroite, à l'abri des regards indiscrets, une question hantait Demi. Qui était cette fille, et pourquoi la désirait-il autant? Demi guida la jeune fille tremblante à travers un dédale de ruelles étroites, le cœur encore battant à tout rompre après le combat. Il sentait sa peur irradier en elle par vagues, mais elle s'accrocha à son bras, lui faisant confiance, du moins pour l'instant. Ils s'arrêtèrent finalement derrière un bâtiment abandonné, à l'abri des regards. Il se tourna vers elle, la poitrine encore haletante. « Tu es en sécurité maintenant. Mais qui es-tu? Pourquoi DMW est te porter ?» La fille prit une grande inspiration, encore tremblante. « Je m'appelle Ngozi » murmura-t-elle d'une voix à peine assurée. « Mon père, c'est un homme puissant. » Demi fronça les sourcils. « Quel genre d'homme puissant ?» Elle hésita. « Il fait des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. » Avant que Bai Demi puisse insister, un bruit au loin le crispa. Des pas, des voix. Les ravisseurs n'abandonnaient pas. Son instinct reprit le dessus. Il lui prit la main à nouveau. « On ne peut pas rester ici. Si DM nous attrape, on va mal. » Ngozi déglutit difficilement, mais le suivit sans discuter.
Ils traversèrent rapidement les bidonvilles, croisant des femmes faisant frire un carat, des enfants jouant avec de vieux pneus et des hommes fumant au bord de la route. Personne ne leur prêtait vraiment attention. C'était l'avantage de ce genre d'endroit. Les gens s'occupaient de leurs affaires. Après ce qui lui sembla une éternité, Baï-Demi s'arrêta devant une cabane en bois. Il tira le rideau qui servait de porte. Entrez. Ngozi entra et regarda autour d'elle. C'était petit, juste un matelas par terre, une table en bois avec des bouteilles en plastique éparpillées et un ventilateur cassé dans un coin. Ça sentait le bois humide et la sueur. Rien à voir avec le luxe auquel elle était habituée. « On vit comme ça ?» demanda-t-elle. Demi se gratta la tête. Il ne va pas bien, mais il est en sécurité. Elle déglutit et hocha la tête. Merci. Il s'assit par terre et la regarda. DM te trouvera toujours, tu sais. Les yeux de Ngozi s'assombrirent. Je sais. Demi expira. Il venait de se jeter dans quelque chose de plus grand que lui. Mais une chose était claire, il ne pouvait pas s'en aller maintenant. Quelqu'un devait la protéger. Ngozi s'assit sur le matelas, serrant ses genoux contre elle. Son esprit s'emballa. Qui avait envoyé ces hommes? Était-ce son père? Ou quelqu'un de pire? La peur lui remonta le long de l'échine, l'étouffant. Demi était assise en face d'elle, les bras croisés, l'observant attentivement. « Tu dois parler. Qui après toi ?» Elle hésita. Faire confiance à un inconnu n'était pas facile, mais il avait risqué sa vie pour elle. Elle lui devait quelque chose. « Mon père. » Ce n'est pas qu'un homme d'affaires, finit-elle par dire. Ses affaires, des choses illégales. Demi plissa les yeux. Comme s'il était mouillé, Ngozi serra les poings. Traite des êtres humains. Les mots flottaient dans l'air comme un nuage noir. Demi sentit un frisson le parcourir. Il avait entendu parler d'hommes riches qui faisaient des choses mauvaises, mais l'entendre de leurs propres yeux? Alors, ton père, les gens te kidnappent, demanda-t-il. Ngozi secoua la tête. Je ne crois pas. Mon père ne laisserait jamais personne d'autre me toucher. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Demi se frotta le menton, pensif. Si ce n'était pas son père, alors qui? Et pourquoi? Soudain, un coup violent frappa la porte en bois. Ngozi se figea. Baï-Demi attrapa un couteau rouillé sur la table et lui fit signe de se taire. On frappa à nouveau, plus fort cette fois. Par Demi. Ouvre cette porte. La voix était grave, familière. Demi expira. C'était Musa, un autre Babambola, l'une des rares personnes en qui il avait confiance. Il entr'ouvrit légèrement la porte. La grande silhouette élancée de Musa occupait l'embrasure. La sueur perlait sur son front. « La police ne t'a pas trouvé, » murmura Musa d'un ton pressant. « DM dit que tu as attaqué des hommes sur la route. » Ngozi haleta. Les ravisseurs l'avaient dénoncé? Demi jura dans sa barbe. C'était plus grave qu'il ne le pensait. Il pourrait arriver d'un moment à l'autre. On bouge, ajouta Musa. Les doigts de Ngozi se resserrèrent autour du matelas. Où allait-il fuir? Et combien de temps avant que celui qui voulait sa mort ne la retrouve? Demi croisa son regard. « Tu es prête ?» Elle ravala sa peur et hocha la tête. « Allons-y. Plus de retour en arrière possible. » À suivre. Demi n'a pas perdu de temps. Il a pris un vieux sac à dos, y a fourré quelques vêtements et a lancé un sweat à capuche délavée à Ngozi. « Porte ceci, couvre ton visage. » Elle obéit rapidement, tirant la capuche sur ses cheveux. Musa montait la garde à la porte, jetant des regards nerveux autour de lui. La police pourrait arriver à tout moment. Nous devons disparaître immédiatement. Demi hocha la tête. Il avait passé des années à survivre dans la rue, à fuir, à se cacher, à se battre. Mais là, c'était différent. Il ne courait pas seulement pour lui-même. Il fuyait avec une fille dont le père était un trafiquant d'êtres humains. Si la police les arrêtait, elle n'écouterait pas son histoire. Elle ne l'a jamais fait. Alors qu'il s'enfonçait dans les ruelles sombres, Ngozi peinait à suivre. Ses jambes tremblaient d'épuisement et de peur, mais elle continuait d'avancer. Les rues de Lagos étaient impitoyables, mais ce soir-là, elles semblaient encore plus dangereuses. Ils croisèrent un groupe d'hommes jouant aux cartes sous un lampadaire vacillant.
L'un d'eux leva les yeux. Par demi, le jour du mariage? Par demi força un sourire. Rien, mes frères. Juste un geste. Le regard de l'homme s'attarda sur Ngozi, la suspicion s'insinuant dans son regard. Demi resserra sa prise sur son poignet et accéléra le pas. Ils atteignirent enfin un entrepôt abandonné près des voies ferrées. Musa les conduisit à l'intérieur. « On va se reposer ici jusqu'au matin, » dit-il. « D'ici là, on pourra planifier le mariage. » Ngozi s'assit sur le sol froid, les genoux contre la poitrine. « Et s'il nous trouve ?» demanda-t-elle dans un murmure. Demi s'assit à côté d'elle. « DM, pas question. » Mais même en le disant, il savait la vérité. Ceux qui la désiraient ne s'arrêteraient pas avant de la voir. Et maintenant, ils viendraient le chercher eux aussi. L'entrepôt était étrangement silencieux, à l'exception du bruissement occasionnel des rats dans les coins. Ngozi se serra fort contre elle, le froid la pénétrant jusqu'aux os. Le poids de tout s'abattait sur elle. Elle avait été kidnappée, secourue par un inconnu, et se cachait désormais dans un entrepôt crasseux, sans aucun endroit où aller. Demi était assis près de l'entrée, écoutant la nuit. Ses sens étaient aiguisés par des années de survie. Musa allait et venait en marmonnant. Par demi, cette affaire ne passe pas, on peut s'en occuper. Oh, cette fille, papa, prend le pouvoir. Si DM nous attrape, on n'en finira pas. La poitrine de Ngozi se serra. Elle savait que Musa avait raison. Son père n'était pas seulement puissant, il était impitoyable. S'il découvrait l'intervention de Baïdemi, il ne la reprendrait pas comme ça. Il veillerait à sa disparition. Il faut qu'on aille loin, continua Musa. DM ne peut pas nous retrouver quelque part. Demi secoua la tête. Tu veux qu'on s'enfuit pour toujours? Non. On va d'abord trouver qui est derrière ce kidnapping. Parce qu'il m'a dit de ne pas être son père. Ngozi releva brusquement la tête. Tu crois que quelqu'un d'autre m'en veut? Pense YNA. Si N a ton père, DM ne va pas dénoncer la police à mon sujet. DM va juste te porter garant de ta journée. Mais le rapport de DM dit que j'attaque DM, ce qui signifie qu'une autre personne planifie cela. Musa soupira en se frottant le visage. Alors, que vas-tu faire? Demi se tourna vers Ngozi. Dis-moi, qui pourrait te faire du mal? Un ennemi? Quelqu'un que ton père pourrait faire du mal? Ngozi se mordit la lèvre, réfléchissant intensément. Puis un nom lui échappa comme un fantôme, Chef Ekim. Demi et Musa échangèrent un regard. Le nom avait du poids, l'un des hommes les plus redoutés de la Gosse, connu pour ses liens étroits avec le crime. Musa siffla doucement. Sinalui, Wala Dongaz. Ngozi frissonna. Le chef Ekim avait un jour averti son père que leur accord avait mal tourné. Avait-il décidé de l'utiliser comme moyen de pression? Soudain, des pas résonnèrent dehors. Tous trois se figèrent. Musa attrapa une barre de fer rouillée. Les doigts de Demi se resserrèrent autour de son couteau, et Ngozi retint son souffle. Puis une voix s'éleva. Par Demi, je ne te dis pas que tu es là. La voix était douce, teintée de danger. Le cœur de Ngozi battait fort. Il les avait trouvés. La voix à l'extérieur était calme, presque trop calme. Elle fit froid dans le dos de Ngozi. Mais la mâchoire de Demi se serra. Il reconnut cette voix. Elle appartenait à un laid, un homme de main qui travaillait pour quiconque était prêt à payer le juste prix. Si un laid était là, cela signifiait qu'il n'était pas simplement poursuivi. Ils étaient traqués. Musa resserra sa prise sur la barre de fer. Il murmura. Par Demi, on va mouiller. Ngozi les regarda, la peur brillant dans ses yeux. Y a-t-il une autre issue? Par Demi, on scruta rapidement l'entrepôt. Il y avait une fenêtre brisée au fond, juste assez grande pour qu'ils puissent s'y faufiler. Mais il fallait faire vite. Une voix de laïque retentit à nouveau, plus menaçante cette fois. Par Demi, je n'ai pas le temps de jouer à cache-cache. Sors la fille maintenant, et je ferai comme si de rien n'était. Par Demi, je savais qu'il valait mieux ne pas y croire. Sans un mot de plus, il saisit la main de Ngozi et fit signe à Musa. On y va maintenant. Ils se dirigèrent vers la fenêtre, aussi silencieusement que possible.
Musa sortit le premier et atterrit sur le gravier. Ngozi la suivit, le cœur battant la chamade tandis qu'elle se faufilait dans l'espace restreint. Demi s'apprêtait à sortir quand crash! La porte de l'entrepôt s'ouvrit brusquement. Un homme et deux autres hommes firent irruption. Leurs regards se fixèrent sur Bai Demi. « Te voilà !» Les lèvres d'un lait se retroussèrent en un sourire narquois. « T'es une chèvre têtue !» Abei Bai Demi n'a pas perdu de temps. Il se jeta par la fenêtre au moment même où l'un des hommes se jetait sur lui. Il atterrit durement au sol. Dehors, une douleur lancinante à l'épaule, mais il n'eut pas le temps de s'arrêter. « Cours !» cria-t-il. Ngozi et Musa s'élancèrent, leurs pieds martelant le sol accidenté. Bai Demi se releva et le suivit, mais derrière lui, un soldat et ses hommes sortaient déjà de l'entrepôt, les talonnant de près. La poursuite avait commencé. Ils couraient comme si leur vie en dépendait, car c'était le cas. L'air nocturne était lourd, chargé du bourdonnement lointain des générateurs et des aboiements occasionnels des chiens errants. Le cœur de Ngozi battait fort, ses jambes semblaient en feu, mais elle ne s'arrêta pas. Musa était légèrement en avance, le souffle court, tandis que Bai Demi restait en arrière, veillant à suivre. Alais et ses hommes se rapprochaient. Ngozi jeta un coup d'œil en arrière et le regretta aussitôt. Les yeux d'un lait brillaient sous les lampadaires tamisés, son visage tordu de détermination. Il ne se contentait pas de les poursuivre, il prenait plaisir à la chasse. Demi lui attrapa le poignet. « Tournez ici !» Ils bifurquèrent brusquement dans une ruelle étroite. Les murs étaient hauts et les entouraient. Musa sauta par-dessus une pile de caisses en bois, manquant de peu une bouteille cassée. Ngozi peinait à grimper, mais Bai Demi la poussa et elle trébucha. Juste au moment où Bai Demi s'apprêtait à le suivre, une main jaillit et le tira en arrière. Un coup. Demi réagit instinctivement. Il se tordit le corps et asséna un coup de poing directement dans la mâchoire d'un coup. L'homme grogna et recula en titubant, mais il se reprit rapidement. « Tu es fou ?» siffla-t-il en se frottant la mâchoire. « Tu veux mourir pour cette fille ?» Le souffle de Demi était lourd. « Je ne peux pas te laisser le porter. » Des hommes de main se sont précipités, mais Bai Demi était prêt. Il s'est baissé, a donné un coup de pied dans le ventre de l'un d'eux, puis s'est retourné et a enfoncé son coude dans les côtes de l'autre. Ils gémirent, mais un coup était différent. Il était plus fort, plus rapide. Par Demi, allez. Ngozi hurla de l'autre côté des caisses. Un lait bondit, mais Bai Demi attrapa une planche cassée et la frappa violemment. Le bois craqua contre le flanc d'un lait. Il jura en titubant, et ce fut tout le temps dont Bai Demi avait besoin. Il sauta par-dessus les caisses et atterrit à côté de Ngozi et Musa. « Cours !» hurla-t-il. Cette fois, ils ne se retournèrent pas. Le rugissement furieux d'un lait résonna derrière eux, mais la nuit les engloutit tout entiers. Ils continuèrent à courir, les poumons brûlants, les jambes réclamant du repos. Les rues étaient presque désertes, à l'exception de quelques promeneurs nocturnes qui leur accordaient à peine un regard. Plus ils s'enfonçaient dans le labyrinthe de la gosse, moins il y avait de lampadaires, et bientôt, ils furent plongés dans l'obscurité. Ngozi respirait par à-coups. Où allons-nous ? Demi ne répondit pas immédiatement. Il réfléchissait vite. Il ne pouvait pas aller voir la police, qui connaissait les liens étroits du père de Ngozi. Et son propre visage n'était pas vraiment le bienvenu à certains endroits. Il jeta un coup d'œil à Musa, dont le regard scrutait nerveusement les alentours. « Il y a un endroit, » dit finalement Demi. « Mais il faut faire vite. » Musa ne posa pas de questions, se contenta d'acquiescer. Ils coupèrent dans une autre ruelle, évitant les tas d'ordures et les nids de poules, avant de s'arrêter devant un petit bâtiment délabré. La porte en bois était légèrement entr'ouverte. Bai Demi la poussa. À l'intérieur, une pièce faiblement éclairée sentait l'huile de palme et le bois brûlé. Une femme était assise sur un tabouret en bois, en train d'éplucher du manioc. Elle leva les yeux, le visage plissé par la suspicion, jusqu'à ce que son regard croise celui de Bai Demi. « Par Demi ?» demanda-t-elle en posant le couteau. « Pourquoi respires-tu comme un fantôme ?»« Maman, accroche-toi, on a besoin d'un endroit où se cacher, » dit rapidement Demi. « DM, ils nous poursuivent. » Le regard perçant de la femme se posa sur Ngozi, puis sur Musa.
Elle s'essuya les mains sur son emballage et se leva. Qui est le DM? La police? Les gars du quartier? Pire encore, murmura Demi. Un coup. Le visage de maman cravate s'assombrit. N13. Maintenant. Ils se précipitèrent à l'intérieur, tandis qu'elle verrouillait la porte derrière eux. Ngozi s'effondra sur le parquet, épuisé, tandis que Musa s'appuyait contre le mur, reprenant encore son souffle. « Tu t'es donné du mal pour un moment, » dit maman, à voix basse. « Un homme ne peut pas être pardonné. » Demi se passa la main sur le visage. « Je sais, mais je ne peux pas la quitter. » Maman soupira en regardant Ngozi. Qui est-elle? Avant que Baïdemi puisse répondre, un coup violent retentit à la porte. Puis un autre. Une voix grave retentit à l'extérieur. On ne peut pas dire qu'Una soit à l'intérieur. Fais ouvrir cette porte à Una, maintenant. Les yeux de Ngozi s'écarquillèrent de peur. Musa serra les poings. Le cœur de Demi battait fort. Il était désormais impossible de courir. Le silence retomba dans la pièce. Seuls les coups violents à la porte, chaque coup faisant tressaillir Ngozi. Maman, cravate, posa une main ferme sur l'épaule de Baïdemi, le regard perçant. « Qui est-ce » cria-t-elle d'une voix ferme. Un petit rire s'ensuivit. Puis une voix grave et menaçante. « Toi, Sabeki, ouvre cette porte avant qu'on le détruise. » Ngozi sentit son estomac se nouer. Musa s'approcha de la porte, les poings serrés. Demi cherchait déjà une issue, mais il n'y en avait pas. Ils étaient piégés. Maman fit claquer sa langue, puis se tourna vers eux. « Suivez-moi. » Elle les conduisit à travers une petite pièce à l'arrière, remplie de paniers et de sacs. Dans le coin le plus éloigné, elle souleva un paillasson, révélant une petite trappe en bois. Elle l'ouvrit brusquement, révélant un vide sanitaire sombre sous la maison. « Entrez » siffla-t-elle. Ngozi hesita. L'espace était à peine assez grand pour qu'il puisse y entrer. Ça sentait l'humidité, la terre et le vieux bois. Mais il n'y avait pas de temps pour discuter. Musa partit le premier, suivi de Ngozi. Demi s'apprêtait à le suivre lorsque Mama, d'un geste brusque, l'attrapa par le bras. « Je vais le retenir, » murmura-t-elle. « Quoi que tu entendes, reste tranquille. » La poitrine de Demi se serra. « Maman, c'est ça. » Chut, elle le poussa à l'intérieur et ferma la trappe juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrait brusquement. L'espace était plongé dans le noir complet. Ngozi se couvrit la bouche pour faire taire sa respiration. Musa était silencieux à côté d'elle. Au-dessus d'eux, de lourdes bottes entrèrent dans la pièce. « Où est le jour du DM ?» La voix d'Alais était proche. Maman cravate n'a pas perdu une miette. « Tu as fait sauter ma porte pour avoir mouillé. » s'exclama-t-elle. « Tu crois que je vais cacher quelqu'un pour Una ?» Une claque violente retentit. Ngozi se mordit la lèvre pour ne pas halter. La rage brûlait dans la poitrine de Demi, mais il se força à rester immobile. « Femme, ne te sers pas de ta bouche, mets-toi dans le pétrin, » grogna Alais. « Où est le jour de DM ?» Silence. Puis maman cracha. « Je ne sais pas comment te mouiller. Maintenant, viens chez moi. » Les hommes d'Alais ont saccagé la pièce, renversant des paniers et des tabourets. L'écoutille était juste au-dessus d'eux. Un faux mouvement, et ils étaient morts. Puis, Alais reprit la parole, d'une voix basse et mortelle. Una no go fit courir indefiniment. Une autre pause. Puis des pas lourds. La porte d'entrée claqua. Ils étaient partis. Mais pour combien de temps? La pièce au-dessus resta silencieuse un long moment. Personne ne bougeait. Personne ne respirait même bruyamment. Ngozi avait des crampes aux jambes, mais elle n'osait pas bouger. Le bruit des gifles de maman résonnait encore à ses oreilles. Demi serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Musa, raide, était assis à côté de lui, l'écoutant. Les minutes passèrent. Puis, un léger coup. 3 coups, une pause, puis 2 autres. Demi le reconnut instantanément. C'était le signal de maman cravate. Il hésita, toujours méfiant, mais elle frappa à nouveau. 3 coups, une pause, 2 autres. Lentement, il leva la main et poussa la trappe.
Une faible lueur de bougie se répandit dans le vide sanitaire. Maman, cravate, se tenait là, une main sur sa joue où une marque rouge se formait déjà. Ses yeux lançaient un avertissement silencieux. « Sors !» murmura-t-elle. Mais vite. Ils sortirent, étirant leurs membres raides. Ngozi saisit les mains de Mama Teie, le regard rempli de culpabilité. « Je suis désolé. » Maman secoua la tête. « Ce n'est pas ta faute, Pékin. Mais Yuna doit sortir maintenant. » Musa se frotta la tête en expirant bruyamment. « Où allons-nous » Demi avait déjà une idée. Je me suis assis à une place. Les yeux de maman cravate brillaient de doute, mais elle hocha la tête. Fais en sorte que Yuna ne se retourne pas. Si Demi la rattrape, ce sera fini. Demi saisit la main de Ngozi. Musa le suivit de près. Ils se faufilèrent par l'arrière, empruntant des ruelles étroites où les lampadaires atteignaient à peine leur objectif. Leurs ombres s'étiraient et se tordaient contre les murs. Un chien errant aboyait quelque part au loin. Ngozi jetait des coups d'œil par-dessus son épaule. Et s'il revenait, il partirait, murmura Demi en resserrant son étreinte. Mata ne laissa aucun répit. Il accéléra le pas. Il devait se mettre en sécurité avant l'aube. Avant qu'Alais ne les retrouve. Ils se déplaçaient comme des ombres dans les ruelles sombres, chaque pas mesuré, chaque respiration contrôlée. La ville n'était jamais vraiment silencieuse, mais pour Ngozi, les bruits lointains des klaxons et des voix étouffées semblaient irréels. Demi ouvrait la marche, serrant fermement le poignet de Ngozi. Musa restait à ses côtés, le regard errant comme un animal acculé. Ils ignoraient où Demi les emmenait, mais il avançait avec détermination, l'instinct aiguisé. Finalement, ils atteignirent un petit portail rouillé, niché entre deux bâtiments en ruine. Demi frappa une fois, puis deux, puis trois coups rapides. Un silence. Puis un autre coup. Le portail s'ouvrit légèrement en grinçant. Un œil scruta l'espace. Puis, reconnaissance. Par Demi, murmura une voix rauque. Demi hocha la tête. Ouvrez-les. C'est urgent. La porte s'ouvrit plus largement et ils se précipitèrent à l'intérieur. L'homme la referma rapidement derrière eux, scrutant la ruelle avant de la verrouiller. Ngozi regarda autour d'elle. Il se trouvait dans une étroite cour avec de vieilles voitures garées au hasard. Une faible ampoule vacillait au-dessus d'eux, projetant de longues ombres inquiétantes. L'homme qui les avait laissés entrer, un petit homme nerveux aux bras profondément marqués, regarda Ngozi avec suspicion. « Qui est-elle » demanda-t-il en lui désignant du menton. « Ne t'inquiète pas, Okshukwa, a dit Demi. C'est une longue histoire. Il faut faire profil bas. » Okshukwa se gratta la tête. « Par Demi, tu n'entres plus dans Wheeler. » Musa Rekana. On ne sera plus Wheeler. Pas Wheeler pour de vrai. Si DM nous rattrape, on ne finira pas. Okshukwa Sifladausment. Un coup, Demi hocha la tête d'un air sombre. Ces gars-là nous ont trouvés. Okshukwa se mordilla les dents. Una a moins d'une heure pour se reposer. Si je dis qu'Una est là, les miens finiront aussi. Ngozi deglutted de facilement. Elle ne s'était jamais sentie aussi impuissante. Toute sa vie, elle avait été protégée par la fortune de son père. Mais ici, dans l'ombre de la gosse, l'argent ne signifiait rien. Seule la survie comptait. Elle se tourna vers Bai Demi. Quel est le plan ? Demi expira lentement. On doit quitter la gosse. Ce soir. Les yeux de Musa s'écarquillèrent. Quitter la gosse ? Aller où ? Le visage de Demi était indéchiffrable. Quelque part, il n'y a pas d'endroit où aller. Jamais je n'aurais pensé qu'on pourrait aller. Le cœur de Ngozi battait fort. Quoi qu'il ait en tête, c'était risqué. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'air nocturne était lourd de tension, tandis qu'il se blottissait dans la pièce faiblement éclairée. La cachette d'Okshukwa n'était rien d'autre qu'un minuscule espace sans fenêtre, avec un matelas usé et une forte odeur de kérosène qui flottait dans l'air. Ngozi était assise par terre, les bras autour des genoux. Elle n'avait jamais été dans un endroit pareil, où la peur était réelle, où les murs semblaient se refermer. Demi marchait de long en large, l'esprit s'emballant. Il savait que le réseau d'Alais était vaste. S'il restait à la gosse,
Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il soit retrouvé. La ville n'était plus sûre. Musa, assis près de la porte, se frotta le visage. « Par demi, c'est ton plan, tu es sûr? Tu vas arriver à Lagos comme ça? Tu crois que Demi ne va pas nous trouver? On n'a pas le choix, répondit Musa d'une voix basse mais ferme. On peut esquiver pendant quelques jours, mais il faudra attendre qu'on ne puisse plus courir. On doit partir avant que Demi ne nous ferme la route. Ngozi leva les yeux, le regard rempli d'incertitude. Partir où? Demi expira en s'accroupissant devant elle. J'ai un frère à défaire. Il pourrait nous aider. Ce n'est pas un homme imposant, mais il nous offrira une petite couverture en attendant que nous puissions trouver un meilleur plan. Okshukwa, resté silencieux jusqu'à présent, prit enfin la parole. Si vous arrivez, bougez maintenant. Avant le matin, les Gadalais vont envahir tout le pays. Le cœur de Ngozi battait fort. Elle n'avait jamais fui quoi que ce soit de sa vie. Mais ce soir, elle n'avait pas le choix. Comment allons-nous emmener Waka? Demanda Musa. Okshukwa a sorti un ensemble de vêtements d'un sac dans un coin. Fais-toi changer d'abord. Si le MJ te voit comme ça, il va se faire foutre. Je me fonds dans la rue. Je vais arranger quelque chose. Demi a pris les vêtements et en a lancé un ensemble à Ngozi et Musa. Nous déménageons dans 10 minutes. Sans retour en arrière. Alors que Ngozi tenait le tissu rugueux dans ses mains, elle réalisa que son ancienne vie lui échappait. Tout ce qu'elle connaissait avait disparu. Seule comptait désormais la survie. Et la nuit ne faisait que commencer. La pluie s'était mise à tomber lorsqu'ils sortirent de la maison sécurisée. Les rues étaient encore animées. Lagos ne dormait jamais vraiment. Des cornes résonnaient au loin, et l'odeur du maïs grillé se mêlait à l'air humide. Ngozi, désormais vêtue d'un jean trop grand et d'un sweat à capuche délavée, gardait la tête basse. Son cœur battait si fort qu'elle pensait que tout le monde pouvait l'entendre. Demi ouvrait la voie, d'un pas assuré mais prudent. Musa restait à proximité, scrutant les alentours. Nous marchions un peu sous le pont, de là, je me dirigeais vers les porteurs de la comète. Oshukwu murmura, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement de la nuit. Ils sillonnèrent le dédale des rues, évitant les routes principales. À chaque tournant, Ngozi sentait des regards posés sur elle. Était-ce de la paranoïa, ou un paresseux était-il déjà en train de chercher? Soudain, Musa s'étendit. Par demi, je connais cet endroit. Eux deux ouverts. La mâchoire de Demi se serra. Il l'avait senti aussi. Un groupe de jeunes hommes s'appuyait contre un mur, le visage caché dans l'ombre. On n'a pas le choix. On passe vite, sans regarder le visage de DM, murmura Demi. Alors qu'ils avançaient, l'un des hommes se déplaça, leur bloquant le passage. Oga, où vont les unidés? Sa voix était décontractée, mais son regard perçant. Il scruta Ngozi avant de se courber en un sourire narquois. Cette nana me dit quelque chose. L'estomac de Ngozi se noua. L'avait-on reconnu? Demi s'avança d'un ton calme mais ferme. Nous pouvons passer notre chemin, Abeg. On ne trouve pas Wala. Un autre homme rit. Pour Lagos, Wala trouvera quelqu'un, personne ne trouvera Wala. Le pouls de Ngozi s'accéléra. Elle sentit Musa se raidir à côté d'elle. Elle sentait qu'ils étaient en infériorité numérique. S'ils se battaient, ce serait terrible. S'ils fuyaient, ce serait peut-être pire. Soudain, une voix grave retentit derrière eux. OYK, la route est dégagée. Un homme en uniforme de sécurité s'avança vers eux, imposant sa présence. Le groupe hésita avant de s'écarter lentement. Demi ne perdit pas de temps. Il attrapa Ngozi par le poignet et la tira en avant, Musa la suivant de près. Lorsqu'ils tournèrent enfin au coin d'une rue, hors de vue, Ngozi expira en tremblant. Qui était-ce? Demi secoua la tête. Je ne sais pas. Mais on ne va pas attendre pour le savoir. On bouge, maintenant. La nuit était loin d'être finie. La pluie avait cessé, mais l'air était toujours lourd de tension. Ngozi respirait par à-coups, tandis qu'il s'enfonçait dans les ruelles étroites. La ville semblait différente la nuit, plus sombre, plus dangereuse. La poigne de Demi sur son poignet était ferme, mais sans force. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de ralentir.
Quel que soit cet agent de sécurité, il leur avait laissé une petite marge de manœuvre pour s'échapper, et il n'allait pas la gâcher. Musa tapota l'épaule de Demi. Où allons-nous exactement comme ça? Okshukwa dit qu'on doit rencontrer un chauffeur qui pourrait nous emmener dans un barden. Si on y arrive, il fera tout pour que les gars nous suivent. Ngozi déglutit. Tu es sûr de ça? Et s'il nous trouve avant même qu'on quitte Lagos? Demi se tourna vers elle, l'air sérieux. UWN. Reste et demande à DM de t'attraper. Elle secoua aussitôt la tête. Alors fais-moi confiance. On ne leur facilitera pas la tâche. Ils continuaient d'avancer, collés à l'ombre. Plus ils avançaient, moins ils voyaient de monde. Bientôt, ils atteignirent un vieux taxi garé près d'une clôture cassée. Un homme s'y était adossé, fumant une cigarette. Il était grand, avec des marques tribales sur les deux joues. Son regard, perçant comme celui d'un faucon, les scrutait tandis qu'ils approchaient. « Et vous, vous êtes le chauffeur ?» demanda prudemment Demi. L'homme exhala un nuage de fumée avant d'acquiescer. « Oh, Chukwa, ne me le dis pas. Mais voilà, non. » Demi, tendu. Quel genre de voilà? DM bloque certaines routes. DM recherche un moteur, nous arrivons à Lagos. Le chauffeur jeta un coup d'œil à Ngozi. Je ne vais pas mentir, ton problème est grave. Si DM te voit, et qu'il finit par être comme ça. Nozi sentit son estomac se mover. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le chauffeur jeta sa cigarette et sourit. On va prendre un autre chemin. Mais ça va coûter cher à Una. Il tendit la main. 50 000. Musa se moqua. 50 villages? Pas 10, on en a déjà parlé. Le chauffeur rit. Mon frère, le risque augmente. Et soit tu paies, soit Una Walka trouve un autre moyen. Les poings de Ngozi se serrèrent. L'argent n'était pas le problème, elle en avait beaucoup avant, mais maintenant, elle n'avait plus rien. La fortune de son père ne pouvait la sauver. Demi fouilla dans sa poche et en sortit une liasse de billets froissés. Prends-la. N'atteint pas 50 ans, mais on se mouille. Le chauffeur a compté, puis a claqué la langue. Na parce que j'aime le visage d'Una. Entrez dans le moteur. On n'a pas le temps. Alors que Ngozi se glissait sur la banquette arrière, son cœur battait fort. Elles étaient sur le point de s'échapper, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que ce n'était pas fini. Le taxi sillonnait les rues faiblement éclairées de Lagos, ses pneus vrombissant doucement sur l'asphalte. Ngozi était assise à l'arrière, les mains jointes. Demi était à côté d'elle, son regard naviguant entre la route et les rétroviseurs. Musa était assis à l'avant, tapant nerveusement du pied sur le plancher de la voiture. Le chauffeur, qui se présenta comme Adebayo, gardait les yeux fixés sur la route. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas me laisser faire. Mais je trouve des raccourcis qui pourraient nous aider à éviter Walla. Ngozi deglutted difficilement. Elle avait passé sa vie entière à se balader dans des voitures de luxe, sans jamais imaginer qu'elle se cacherait à l'arrière d'un vieux taxi, à courir pour sauver sa vie. Adebayo prit un virage serré dans une rue étroite, bordée d'entrepôts abandonnés. L'air sentait l'humidité, les murs étaient couverts de peintures écaillées et de graffitis décolorés. Le silence était troublant. Demi remua sur son siège. « Tu es sûr que cette route est sûre ?» ricana Adebayo. « En sécurité? Pour Lagos? Mon frère, un homme que Dieu protège. » Musa se retourna vers Ngozi. « Tu vas bien ?» Ngozi hocha légèrement la tête, mais son cœur battait toujours fort. Elle ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Soudain, Adebayo jura dans sa barbe des ralentis. Devant elle, un groupe d'hommes se tenait de l'autre côté de la route. Leur silhouette était à peine visible sous les lampadaires vacillants. Demi se redressa. Qui sont-ils? Adebayo serra le volant. Je ne sais pas, mais il n'a pas l'air amical. Musa sortit un petit couteau de sa poche, la mâchoire serrée. Si quelqu'un est démocrate, on ne peut pas faire demi-tour. Adebayo fit légèrement marche arrière, mais une autre voiture apparut soudain derrière eux, bloquant leur sortie. Ngozi en eut le cœur brisé. C'était une embuscade. L'un des hommes s'avança et frappa au capot du taxi. Il était grand, audacieux,
et portait une longue cicatrice allant de la tempe à la mâchoire. Son regard se posa sur Ngozi à travers le pare-brise, un sourire malicieux éclairant son visage. Demi serra les poings. Il avait déjà repoussé 2 hommes, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ils étaient en infériorité numérique et l'ennemi était prêt. L'homme au visage balafré s'approcha et parla d'une voix grave et rauque. « Vous n'allez pas assez loin. Madame, il est temps de rentrer. » Ngozi secoua violemment la tête. « Non, je ne vais nulle part avec toi. » Les muscles de Demi se tendirent. Il s'était promis de ne pas les laisser l'emmener. Mais à cet instant, sa survie semblait impossible. Adebayo expira brusquement. « Tiens bon. Si on tombe en combattant. » Les hommes se sont avancés vers eux, leurs armes étincelant sous les lampadaires. Et là, l'enfer s'est déchaîné. Dites-nous d'où vous regardez et leur indiquez sur votre montre dans les commentaires. Nous serions ravis de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. De nouvelles séries arrivent très bientôt. Abonnez-vous et soutenez-nous en rejoignant Zura Premium. Merci.